On l'appelait la Sodome de Prusse. À la fin de la Première Guerre mondiale, Hanovre, c'était le fin fond de l'Europe. Son immense gare était le point de rendez-vous de tous les rebuts de la société, des enfants fugueurs aux blessés de guerre. Et c'est la violence qui animait ces rues. Recel, trafic, contrebande, prostitution, mais surtout la mort. Pourtant, tous les crimes n'ont pas le même poids. Entre les chiens tués pour leur viande et les bandits pour leur butin, de plus en plus de jeunes garçons disparaissent sans laisser de traces. Certains ont à peine 10 ans. Alors, au printemps 1924, quand deux enfants trouvent un crâne en jouant au bord de la rivière, tout le monde s'en moque. On est à Hanovre après tout. Sauf que dans les jours qui suivent, on en trouve un deuxième, puis un troisième. 5 en l'espace d'un mois en fait. Ils présentent tous des marques de couteau et appartiennent à des jeunes hommes. Le doute n'est plus permis. Il y a un serial killer en liberté. Ce que la police ne savait pas à cet instant, c'est qu'il n'était pas sur la piste d'un tueur, mais celle d'un véritable monstre, assoiffé de sang, qui arrachait le cou de ses victimes, les réduisait en miettes et ne laissait d'eux qu'un vague souvenir. Une bête qui ne respectait rien. Ni les humains, ni les cadavres sur son chemin. Il a tué 27 fois en 2 ans. Enfin, c'est ce qu'on dit parce qu'on n'a pas trouvé les autres corps. Le boucher de Hanovre. Mais avant le début de votre programme, une page de réclame. N'avez-vous jamais rêvé de voyager à l'autre bout du monde en un instant? De garder votre intimité en toutes circonstances? Ou encore, de toujours trouver les bons plans? J'ai ce qu'il vous faut. CyberGhost VPN, un réseau privé 100% sécurisé qui chiffre vos données, même sur les Wi-Fi publics. Déjà 38 millions d'utilisateurs ont été convaincus de ses bienfaits. Vous avez envie de voyager? Un seul clic vous permet de changer votre localisation et de contourner les géorestrictions. Tout à coup, les billets d'avion et les chambres d'hôtel sont au tarif local. Et vous faites des économies. Mais ce n'est pas fini. Tout le catalogue d'une quarantaine de services de streaming, comme Netflix ou Disney+, s'offre à vous. Jusqu'à 40% de contenu supplémentaire en français, même les courses auto en Belgique. Pour les abonnements, pensez à l'Argentine. Disney+ y est à 2,80€ et Spotify 1,50€. Mesdames et messieurs, ne ratez surtout pas la méga promo. Moins 83% de réduction et 4 mois gratuits. Vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils à la fois, PC, mobile, console ou même Smart TV, pour seulement 2€ par mois. Et toute la famille en profite. Alors, cliquez sur le lien en description et profitez de votre nouveau super pouvoir. Le problème quand on enquête dans une ville où la norme c'est la violence, c'est que des suspects, il y en a à tous les coins de rue. Dès la première seconde de l'enquête, la police a plusieurs dizaines de personnes dans son viseur. Des hommes déjà connus, déjà emprisonnés, déjà libérés. Mais étonnamment, la chance va leur sourire. À peine un mois après la découverte des premiers ossements, 2 officiers croisent dans les environs de la gare un homme en train d'hurler sur un ado. Il s'appelle Fritz Hartmann. Il est sur la liste. Le gamin avec lui, qui a la quinzaine, explique aux policiers qu'il habite chez Hartmann depuis quelques jours et que l'homme l'a abusé à plusieurs reprises. Là, c'est évident qu'ils tiennent un gros poisson. On l'arrête et on fonce fouiller à son domicile. Son appart, c'est probablement l'un des lieux les plus suspects de la planète. Non seulement il y a du sang partout, même sur le lit, mais on y retrouve aussi des tas de choses, notamment des vêtements qui ont l'air d'avoir appartenu à des jeunes hommes. Hartmann, lui, a des tas d'explications. Déjà, c'est un revendeur de viande, c'est pour ça le sang. Et puis, il saignait du nez, alors bon. Et les vêtements, il les a juste achetés ou récupérés. Il sait pas à qui ça appartenait. Alors, on dirait la pire défense de l'histoire. Mais souvenez-vous, on est à Hanovre. Ici, tout est glauque. On découvrira par exemple plus tard que ses voisins savaient que des enfants venaient chez lui. Ils lui ramenaient des animaux morts, on les voyait nus à sa fenêtre et ils ressortaient pas toujours. On apercevait même Hartmann porter de gigantesques sacs remplis de trucs louches ou découper de la viande jusqu'à très tard dans la nuit. Pourtant, personne n'a jamais prévenu les autorités. Tout simplement parce qu'entre la prostitution et le trafic, c'est pas les pires trucs qui se passaient dans le quartier. Ni même dans l'immeuble en fait. Faut vraiment comprendre qu'à l'époque, survivre, c'était déjà une bénédiction pour les habitants du quartier. Imaginez-vous bien le contexte. Les enquêteurs arrêtent un type connu de leur service, accusé d'agression par un enfant, entrent chez lui, trouvent
trouvent des fringues pleines de sang, mais pour eux, ça fait pas encore de lui le coupable. Faut dire que même si son casier judiciaire est sacrément bien rempli, c'est aussi un indique. Un type qui bosse depuis des années avec la police pour les aider à coffrer des groupes de trafiquants ou des receleurs. Mais alors, c'est qui exactement ce Harman? Sans rentrer trop dans les détails, dites-vous juste que son enfance, elle a été rythmée par les agressions sexuelles, que ce soit du côté de l'agressé comme de l'agresseur. Il a 16 ans, la première fois qu'il est arrêté pour avoir abusé d'autres jeunes garçons. Là-bas, il souffre d'évanouissement et se fait hospitaliser avant d'être renvoyé chez lui, considéré inapte à servir. Au cours de sa vie, il y a plusieurs diagnostics qui sont posés. On dit parfois qu'il est schizophrène, qu'il souffre de démence, d'hystérie, mais c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'on est tout juste au début du XXe siècle, très loin de notre compréhension actuelle de la santé mentale. En tout cas, il revient vivre à Hanovre, où il s'essaye à plusieurs petits boulots avant de finir par tomber dans le crime. Vol, agression, détournement de fonds, trafic, il enchaîne les peines de prison pendant près de 15 ans. Avec le temps, il devient proche de la pègre, trafique de la viande, revend des objets volés, traîne dans le milieu de la prostitution homosexuelle. Il finit par conclure un deal avec la police et devient indique. Ça va lui permettre de faire des choses louches sans éveiller trop les soupçons, et ça va avoir son importance. Alors, quand on l'arrête en 1924, malgré les suspicions, il y a encore un petit doute, qui heureusement va pas durer très longtemps. Parce qu'à ce moment, on cherche juste à identifier qui est le détraqué qui tue des gosses. Ouais, juste parce que si Harman c'était simplement un psychopathe qui avait tué 3-4 types et avait jeté leur corps dans la rivière, on vous en parlerait pas aujourd'hui. La vérité, elle commence avec les découvertes de la police. D'abord, ils font baisser le niveau de la rivière et cherchent s'il n'y a pas d'autres corps qui y sont encore cachés. Et là, le choc. C'est un cimetière, ou plutôt la fosse personnelle de Harman. Entre 300 et 500 ossements appartenant à une trentaine de personnes y sont découverts. Toutes les victimes sont des hommes, souvent mineurs, le plus vieux a 22 ans. De l'autre côté, on enquête sur les vêtements et objets qui ont été retrouvés chez Harman. La police passe des annonces et encourage les familles d'enfants disparus à venir vérifier directement au commissariat s'il y a des possessions qu'elles reconnaissent. Encore plus, et c'est une première à cette époque, ils vont carrément réaliser un film pour expliquer l'affaire aux gens, sûrement dans le but de montrer qu'ils sont pas là pour protéger le criminel. L'histoire de son rôle d'indique commençait à faire du bruit dans la presse. Évidemment, des tas d'objets sont identifiés et reliés aux ossements retrouvés dans la rivière. Si seulement ce n'était que ça. Vous vous souvenez des voisins qui voyaient des trucs louches dans l'appartement d'Harman? Bah, il y a des parents qui vont les croiser et se rendent compte qu'ils portent eux aussi des fringues de leur enfant disparu. Alors, on pourra jamais savoir si Harman achetait leur silence avec ce qu'il volait à ses victimes, si c'était pour se faire bien voir ou s'il leur revendait. Mais vu ce qui se passait dans l'appartement, l'isolation devait être exceptionnelle pour qu'on ne l'entende pas. Enfin, il y a les interrogatoires. Alors ça, on va le découvrir beaucoup plus tard, quand l'enquêteur en chef écrit ses mémoires. Mais en détention, ils vont tout faire pour obtenir un aveu. Déjà, il va se faire tabasser, et ensuite, va y avoir des mises en scène glauques pour essayer de lui faire peur. Ils l'ont placé dans une pièce avec des crânes accrochés aux quatre coins. Dedans, il y avait du papier rouge, et derrière, des lumières pour faire genre que leurs yeux brillaient. Puis, ils l'ont disposé dans des sacs remplis d'ossements des victimes, avant de lui répéter en boucle que les âmes des morts viendraient le chercher s'il n'avouait pas. Ça va porter ses fruits. Harman va tout avouer, jusqu'à décrire dans les moindres détails son mode opératoire. D'abord, il se rendait soit à la gare, soit dans des lieux connus de prostitution et y cherchait de jeunes garçons faibles, autant psychologiquement que physiquement. C'était pas très dur à trouver, la ville regorgeait de jeunes hommes en perdition qui avaient parfois fui leur foyer sans même prévenir leurs parents. Ensuite, une fois sa victime trouvée, il la pâtait, en lui promettant qu'il pourrait venir se reposer chez lui, et même manger à sa faim. C'était en partie vrai car Harman revendait de la viande de contrebande. Et pour certains, la perspective de manger à leur faim était en elle-même convaincante. Et de cette manière, il donnait parfois l'impression d'être un homme gentil qui prenait soin des plus démunis. Mais une fois chez lui, le doute n'était plus permis. La sexualité était au cœur de ses crimes. La majorité des gens qui venaient dans son appartement, c'était des ados ou des jeunes adultes qu'il se sentait capable de convaincre d'avoir des rapports avec lui. De ses propres dires, il a jamais ramené personne chez lui avec l'intention de le tuer. C'était par appétit.
Mais une fois qu'il avait commencé à abuser de ses invités, il se sentait parfois pris de pulsions meurtrières qu'il était incapable de repousser. Il étranglait ses victimes et mordait violemment dans leurs pommes d'Adam. Parfois, il allait jusqu'à la tracher, ce qui avait pour résultat de les faire mourir d'asphyxie. Ce geste, quand il en parlait, il disait que c'était son suçon à lui. Une fois la personne décédée, il s'endormait. Puis au réveil, se servait un grand café et se mettait à démembrer le corps. Il cachait le visage, pour pas avoir à les regarder dans les yeux. Ouvrait d'abord le ventre pour vider les organes internes, épongeait le sang avec du linge, puis arrachait les côtes. Il détachait les membres avec un couperet de boucher, décollait la chair des os, puis découpait tout en petits morceaux et brisait les os et les crânes. Il se débarrassait de ce qu'il pouvait dans les toilettes, le reste, il le mettait dans de grands sacs et allait le cacher ailleurs. Harman va répéter encore et encore qu'il aimait pas découper les corps, mais que son envie d'arracher la pomme d'Adam de ses victimes lui faisait oublier le dégoût. Et là, je pense qu'en plus d'être écœuré, il y a un truc qui vous frappe, et qui a frappé beaucoup de gens à l'époque. C'est que Harman traitait ses victimes comme un boucher, et que dans le même temps, c'était un type qui revendait de la viande de contrebande, dont souvent on connaissait pas la provenance. Quand on sait qu'il y a des témoignages de gens qui disent être tombés malades en mangeant ce qu'il vendait, qu'il a jamais su expliquer où il trouvait sa viande, ou encore que c'est en promettant à manger à ses victimes qu'il les attirait chez lui, beaucoup sont convaincus que son appât et son gagne-pain, c'était la chair humaine. Après, ce ne sera jamais que des théories. La police n'a jamais pu rien prouver. Quand son appartement a été fouillé, il y avait de la viande, mais elle était d'origine animale. En tout cas, ça ne l'a jamais empêché de conserver l'intégralité des possessions de ses victimes. Il revendait la plupart des choses au marché noir, ou comme on l'a vu, en offrait à des connaissances. C'est probablement ça qui rend cette histoire encore plus horrible et insupportable que les autres. C'était quelqu'un qui voyait vraiment ses meurtres comme un gagne-pain. Est-ce qu'il était complètement inconscient et détaché de ses actes? À quel point est-ce que c'était une routine pour lui? Ah oui, parce que, accrochez-vous, Harman, il a été condamné pour 27 meurtres et on a la certitude qu'il en a commis 29. Mais lui, il dit qu'il y en a beaucoup plus, entre 40 et 70. Et il va préciser plusieurs fois que normalement, il détruit le crâne de ses victimes. Donc ce qu'on a retrouvé, il est même pas certain que c'est lui. Je sais pas si vous réalisez, mais si on prend en compte ses passages en prison et la fourchette basse de ce qu'il dit avoir fait, bah il tuait un enfant toutes les 2 semaines, minimum. C'est là qu'on est obligé de se demander comment ses voisins ont jamais pu s'en rendre compte. Comment imaginer qu'ils n'ont pas été complices dans une certaine mesure. Ah oui, et je vous ai pas tout dit, hein. Il vivait en couple avec un mec qui était au courant de ce qu'il faisait. Un type qui avait une garde-robe remplie d'habits des victimes du boucher. Une ordure qui va avouer que ça lui était déjà arrivé de rentrer chez lui pendant la découpe d'un corps. Et qu'il avait simplement demandé... Oh désolé, je repasse quand? Le procès va faire la une des journaux et attirer tous les curieux du pays. En partie pour l'horreur de l'affaire, mais aussi parce que dans une république allemande toute jeune, l'existence même de Harman et de ses crimes va être instrumentalisée. Que ce soit la pauvreté de la ville dans laquelle il habite, l'homosexualité du tueur ou la complaisance de la police, c'est autant de sujets qui vont animer et envenimer le débat public. Et au milieu de tout ça, les journalistes d'investigation, qui cherchaient les moindres détails, les moindres nouvelles infos pour faire vendre le numéro suivant. Dans les journaux de l'époque que j'ai pu parcourir, on lit des tas de choses, comme le fait qu'il entretenait des relations sexuelles régulières avec des personnalités notoires. Il y a même le cas d'un avocat qui a mis fin à ses jours quand la relation a été révélée à la presse. Mais aussi que la police le couvrait. On va découvrir qu'il avait déjà été plus ou moins impliqué dans des histoires de disparition de mineurs. Il y a même eu un cas en 1918 où des officiers fouillent dans son appartement sans rien trouver, alors que la tête de la victime était cachée dans un coin, presque sous leurs yeux. Son appartement, qui servait autant de lieu de deal que de logement de fortune pour des gens perdus, a vu se succéder tout un tas d'histoires plus absurdes les unes que les autres. Il y a même 2 femmes qui témoignent au procès qu'un jour, alors qu'elles logeaient chez lui, elles ont trouvé une bouche humaine dans leur soupe. L'enquête de la police aurait conclu que c'était un groin de cochon. La vérité, c'est qu'une fois le procès lancé, démêler le vrai du faux, ça devient quasi impossible. Par contre, on sait qu'au milieu des rumeurs, il y avait du vrai. Des enquêtes internes vont avoir lieu au sein de la police de Hanovre et plusieurs gradés sont renvoyés.
Petit à petit, le boucher va reconnaître de plus en plus de meurtres. Il paraît qu'au bout d'un moment, il reconnaissait même ceux dont il ne se souvenait plus, tellement il était désabusé. Finalement, il se rendra de lui-même à être décapité, résigné, reconnaissant qu'il ne peut pas être sauvé. Condamnez-moi à mort. Je ne demande que la justice. Je ne suis pas fou. Faites vite, faites court. Libérez-moi de cette vie qui n'est qu'un supplice. Je ne supplierai pas pour votre pitié et je ne ferai pas appel. Je veux simplement passer une dernière nuit dans ma cellule avec du café, du fromage et des cigares. Après quoi, je maudirai mon père et irai à mon exécution comme si c'était des noces. La décision revient encore au psychiatre qui l'examine et c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que le monstre est responsable de ses actes? D'après le médecin, oui, même si les analyses qu'on fait aujourd'hui de son rapport montrent qu'il était clairement biaisé. On retrouve même des insultes et des jugements de valeur dans les retranscriptions de ses entretiens. Mais à l'époque, ça n'a finalement que peu d'importance. Le boucher d'Hanovre n'est déjà plus humain. C'est une anomalie, une légende qui a été dépossédée de son humanité comme il s'est débarrassé de celle de ses victimes. Il est condamné à la guillotine, tout comme son amant. Pour le reste des gens qui auraient pu être complices ou profiter de ses méfaits, personne ne sera retenu par la justice. Il est exécuté le 15 avril 1925, après avoir eu pour dernière volonté un cigare et du café brésilien. Sur la potence, ces derniers mots seront « Je me repens, mais je n'ai pas peur de la mort ». Encore et toujours, merci à CyberCos VPN pour leur soutien sur nos vidéos. Cliquez sur le lien en description et naviguez en sécurité tout en faisant des économies pour seulement 2 € par mois.